commencer tout de suite. Là, on va se plonger dans le vif du sujet. Ma première question étant, 2021 a été une année très intéressante pour la grande majorité des investisseurs sur le marché. On est conscient cependant qu'on fait face à une toute autre réalité pour 2022. On entend souvent qu'on a vu des grands renversements de tendance depuis le début de l'année. C'est quoi ton diagnostic de la santé actuelle de l'économie, tant canadienne qu'américaine? Ouais, super. Encore une fois, merci de m'accueillir, les gars. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. On a vraiment vu, comme tu as dit, des renversements de tendance, autant du côté des marchés que du côté de l'économie. Du côté des marchés, en 2022, on a vu plein de choses qu'on n'avait pas vues depuis des années. Surperformance des actions canadiennes versus les actions américaines, des taux obligataires à long terme qui augmentent, qui font que les prix des obligations diminuent. Ça a été un choc pour plusieurs personnes. Un autre renversement de tendance qu'on a vu, c'est les produits de base qui ont beaucoup augmenté. Sur les produits de base, ça a un impact, oui, sur le portefeuille des investisseurs et investisseuses, mais aussi sur nos vies personnelles. On pense surtout au prix à la pompe. Donc, ça, c'est un troisième renversement de tendance qu'on a vu. Puis, un quatrième renversement de tendance que certaines personnes surveillent en particulier, c'est le retour du style valeur versus croissance. Donc, ça, c'est quelques exemples de tendances qu'on avait vues pendant des dizaines d'années, pendant 15 ans presque, qui se sont renversées comme ça en 6 mois. Juste donner l'exemple des actions canadiennes versus américaines. Dans les années 2010, en moyenne, les actions américaines, pensez au S&P 500 par exemple, avaient surperformé les actions canadiennes en moyenne de 2,5 par année. Si je fais les maths rapidement dans ma tête, 2,5 par année, ça veut dire 25 de surperformance au total pendant les années 2010. Mais à date, seulement dans les 6 premiers mois de 2022, les actions canadiennes ont surperformé les actions américaines de 12 Ça, c'est la moitié de 25 Donc, toute cette surperformance-là qu'on avait vue des actions américaines, de ce S&P 500-là qui battait tous les indices, ben, tout ça qu'on a vu pendant 10 ans, ça s'est renversé en seulement 6 mois. Pourquoi on a eu tous ces renversements de tendance-là sur les marchés, dans le prix des marchés? Parce qu'on a aussi eu un renversement de tendance dans l'économie réelle. Puis vraiment, là, tout ce qui s'est passé dans les prix des marchés en 2022, c'est consistant avec ce qu'on a vu dans l'économie, un renversement de tendance. C'était quoi cette tendance-là dans l'économie dans les années 2010? Depuis 10 ans, on avait été dans un environnement économique qu'on dit de croissance désinflationniste. En anglais, on appelle ça, c'est un nom un peu plus catchy, là, on dit Goldilocks. Donc ça, c'est une croissance économique solide, mais sans plus. Un marché de l'emploi qui s'améliore, mais qui a un peu de misère, surtout aux États-Unis. On avait vu un taux de chômage qui était resté au-dessus de 6 pendant plusieurs années aux États-Unis après la crise financière. Donc, croissance solide, mais sans plus. Et une inflation faible, souvent en dessous de 2 Nous, au Canada, on a des années là, entre 2015, 2016, 2017, 2018 avec une inflation en dessous de 2 Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on a vu depuis un an? Exactement le contraire. Une croissance pas seulement correcte, mais excellente. Une croissance très, très forte avec des gains de marché d'emploi sans précédent au Canada. On est rendu à un taux de chômage d'un creux historique, surtout au Québec. Donc, une croissance très, très forte, un taux de chômage très, très bas et une inflation très forte. D'où ça vient, ce renversement de tendance-là? On est passé d'une croissance désinflationniste à un boom inflationniste. Ça vient de ce qui s'est passé il y a 2 ans, au début de la pandémie. Ramenez-vous en mars 2020. Mars 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on pensait que rien n'allait plus être pareil. On se disait, c'est fini, les gens vont seulement rester à la maison, plus besoin d'auto, on a seulement besoin de notre abonnement Netflix et notre Internet haute vitesse. On n'ira plus jamais en voyage, c'est fini. Donc, qu'est-ce que les compagnies ont fait dans ce cas-là? Ben, je vais prendre l'exemple d'une compagnie d'auto, mettons Ford. Ford voit ça, se dit, bon, c'est fini, on ne va plus jamais vendre d'auto, c'est terminé. Fait qu'on va ralentir notre production. On va renvoyer une partie de nos employés, on va appeler nos fournisseurs, par exemple, ceux qui font des microchips dans nos autos à Taïwan, par exemple la compagnie TSMC. On appelle TSMC, on dit, hey, finalement, la commande que je t'avais passée la semaine dernière, on annule tout, j'en veux plus. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça se transmet dans la chaîne d'approvisionnement. TSMC dit, bon, Ford vient de m'appeler pour annuler ma commande. Qu'est-ce que je vais faire moi? Ben, je vais appeler mes propres fournisseurs, annuler la commande. Je vais renvoyer mes employés aussi. Un autre endroit où ça a eu un impact, c'est chez les producteurs de pétrole. Par exemple, les producteurs de pétrole en Alberta, à Fort McMurray, disent,
bon, ben, j'ai entendu dire que Ford allait plus jamais produire d'auto. Qu'est-ce que je fais? Je coupe ma production. C'est terminé, plus de production, je renvoie les gens à la maison, j'arrête d'investir. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout ce à quoi on s'attendait, c'est pas passé du tout comme ça. On est revenu à la normale. On pensait que plus jamais personne allait voyager, mais voyager, comme vous le savez, c'est un immense plaisir. Donc, on est revenu à ça. Qu'est-ce qui a aidé ce retour-là à la normale? C'est ce que les gouvernements ont fait, ont dépensé de l'argent, ont emprunté de l'argent pour le transmettre, par exemple, avec la PCU aux travailleurs. Les travailleurs ont pris ça, même s'ils avaient perdu leur emploi, beaucoup d'argent dans les poches, on recommence à voyager, on achète des autos. Là, ce qui arrive, c'est que 6 mois en 2021, je veux m'acheter une auto, ben, j'appelle Ford, je dis hey, finalement, j'aimerais ça m'acheter une auto, j'ai pas envie juste d'écouter Netflix toute la journée. Là, Ford va dire ben, écoute, j'ai tout annulé mes commandes. Fait que là, Ford est en panique, rappelle TSMC, rappelle les sables bitumineux à Fort McMurray, dit hey, j'aimerais ça qu'on puisse recommencer à avoir des autos, mais malheureusement, ça prend des années pour réengager tout le monde, faire des investissements dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a une demande très, très forte à cause des transferts du gouvernement, une volonté de dépenser, mais on n'est pas revenu là, à l'offre, à la production d'avant. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on est passé à une croissance désinflationniste, à un boom inflationniste avec l'impact que ça a eu sur les marchés. Et nous, là, c'est pas dans ta question directement, mais nous, on pense que ça va continuer encore là, ça pendant un certain temps. Une croissance forte, mais une inflation bien au-dessus là, du 2%. Super. Ceux qui ont des questions durant la conférence, n'hésitez pas à les écrire en bas. Si on a le temps alloué, on va lui répondre à la toute fin. Sinon, les questions seront acheminées à votre conseiller attitré et vous pourrez en discuter avec lui. Donc, la deuxième question va comme suit. Le consommateur nord-américain, Jules, on entend souvent des sondages pessimistes, d'autres optimistes. On a de la difficulté à avoir l'heure juste. Donc, comment faites-vous la part des choses et c'est quoi qu'est-ce que tes indicateurs te disent en ce moment par rapport à ça? Ouais, je trouve ça intéressant que tu aies commencé en disant le consommateur nord-américain parce qu'en ce moment, il y a c'est très hétérogène à travers la planète. On ne voit pas la même économie partout. Si tu m'avais demandé en Europe ou en Chine, ma réponse aurait été différente qu'en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Au Canada, aux États-Unis, en ce moment, tu peux regarder n'importe quel indicateur et le consommateur est en très bonne shape. Ça va très bien. On a encore beaucoup d'argent, beaucoup d'actifs liquides qu'on a économisés pendant la pandémie et on est encore capable de dépenser. Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'on sait que l'économie va ralentir. On sait que le consommateur ne peut pas continuer à dépenser de cette façon-là. Donc, d'un côté, on sait, on voit les hausses de taux qui s'en viennent, on voit les déficits des gouvernements qui diminuent. Donc, on sait que ça arrive, mais pour le moment, ça ne se répercute pas dans les données. On voit vraiment des consommateurs qui peuvent continuer à dépenser, continuer à supporter l'économie et par la suite, l'inflation. Je vais donner quelques exemples rapidement là, de certains de ces indicateurs-là qui peut-être paraissent un petit peu dangereux pour le consommateur, mais qui en fait ne suggèrent pas vraiment là, de faiblesse du côté du consommateur. Premièrement, tu as parlé des sondages. Il y a deux sortes de sondages principaux pour la confiance des consommateurs aux États-Unis et au Canada. Il y a la première sorte de sondage qui est, je m'en vais faire mon sondage, puis je demande aux consommateurs comment tu trouves que l'économie va en ce moment, en général. Fait que mettons, si on le fait au téléphone, mais je vais t'appeler Samuel, je vais dire Samuel, comment tu trouves que l'économie va en ce moment, en général? Ben là, toi, je ne sais pas, tu écoutes souvent le téléjournal, tu sais, ça va pas bien, il y a de l'inflation. Fait que tu me dis ça va très, très mal. Donc, ça, c'est la première sorte de sondage. Deuxième sorte, c'est un sondage plus personnel. Je vais t'appeler, je vais dire Samuel, comment toi, ta situation économique, à toi, elle va? Là, tu vas dire, moi, ça va super bien. J'ai un emploi, j'ai une hausse de salaire le mois passé, mes clients sont contents parce que je fais un excellent travail en tant que conseiller financier. Donc, ce sondage-là va être beaucoup plus positif. Donc, on a deux sortes de sondages, celui qui demande comment ça va en général, puis celui qui demande, toi, comment ça va ta situation économique personnelle. Ce deuxième type de sondage-là a une valeur prédictive plus grande pour le consommateur et l'économie. Donc, même si la première sorte de sondage est très négative, la deuxième sorte est positive. Donc, ça montre que le consommateur a encore des cartouches à dépenser. Deuxième indicateur, ça c'est un indicateur qui a beaucoup frappé l'imaginaire, je dirais, dans les derniers mois, c'est les dépenses dans le secteur des biens. Fait qu'on pense aux meubles, qu'on pense aux dépenses de rénovation, qu'on pense aux objets de sport, des biens qu'on achète et qu'on garde pendant longtemps. On appelle ça beaucoup des biens durables.
il y a eu un ralentissement. Là, on le voit, c'est un secteur où il y a un ralentissement en ce moment. Pourquoi j'ai dit que ça a frappé l'imaginaire, c'est qu'on l'a entendu là, dans les earnings calls de certaines compagnies, de certaines actions comme Target, Walmart, Amazon. On a entendu dire il y a un ralentissement, les consommateurs dépensent moins. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va dans un consumer recession, une récession du consommateur? Pas nécessairement. Parce qu'encore une fois, il faut revenir en mars 2020, il y a 2 ans, où les économistes nous ont dit là, l'économie est fermée, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller en voyage. Les consommateurs ont beaucoup d'argent à cause des transferts du gouvernement style PCU. Donc, qu'est-ce que les consommateurs font? Ils dépensent seulement dans des biens. Il n'y a plus de services parce que l'économie est fermée, on dépense seulement dans des biens. Mais les économistes nous avaient bien dit, ça, c'est temporaire. Ça va revenir à la normale. Là. Éventuellement, les gens vont avoir acheté 3-4 vélos, vont avoir fait rénover 2 fois leur cuisine. On va revenir à une économie plus normale où à la place, on va au restaurant, on va en voyage. Et là, on est en train de voir ça. On est en train de voir ce rééquilibrement-là des biens vers les services. Donc, il ne faut pas prendre le ralentissement dans le secteur des biens puis généraliser ça à l'économie, dire qu'il y a une récession. Donc, ça, c'est 2 exemples d'indicateurs qui, à première vue, pourraient signaler un ralentissement, mais qui, en général, n'en signalent pas vraiment un. Puis c'est pour ça que, pour nous, le consommateur nord-américain est encore fort, ce qui va faire en sorte que l'inflation va rester élevée là, à court terme. Merci. Super, merci beaucoup pour ta réponse, Jules. J'en ai une pour toi. Tu nous as parlé tout à l'heure de la chaîne d'approvisionnement. On accorde beaucoup d'importance sur l'impact que la Chine, directement ou indirectement, sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, puis l'augmentation de cette inflation-là. J'ai 3 sous-questions, là, puis d'après moi, tu vas pouvoir répondre en parallèle. C'est quoi ton bilan de la situation chinoise actuellement? Quel scénario est à prévoir à court, moyen terme et à quand le retour à la normale pour une chaîne d'approvisionnement? Fait que je pourrais te répéter si tu veux, mais c'est 3 sous-questions, je pense, qui ont la même thématique là, en soi. Oui, c'est bon, merci Zach. C'est une question à plusieurs volets qui n'est pas une question évidente. Pourquoi ce n'est pas une question évidente? C'est qu'en ce moment, la situation de la Chine est complètement le contraire de la situation qu'on a ici au Canada, aux États-Unis. Ici, notre économie est trop forte. Il y a une surchauffe de l'économie. On dépense trop pour ce qu'on est capable de produire. Ça mène à de l'inflation. En Chine, c'est le contraire. Leur économie est trop faible. Ils essayent de stimuler leur économie pendant que nous, on est en train d'essayer de la ralentir avec des hausses de taux. Donc, en ce moment, pendant que les États-Unis et le Canada enlèvent mettent le pied sur le frein pour ralentir l'économie, la Chine essaye de peser sur l'accélérateur. Mais le problème, c'est que le stimulus de la Chine est complètement inefficace tant que l'économie reste fermée à cause des confinements dus encore à la vague Omicron qui continue. Pourquoi le stimulus est pas efficace en Chine en ce moment? Parce que nous, ici, on a une façon très claire de stimuler l'économie. En mars 2020, crise de la COVID, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement emprunte de l'argent puis le donne directement au consommateur. Le consommateur le dépense. Et on sait que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, on est rendu en surchauffe. En Chine, il y a une façon différente de stimuler l'économie. Ils mélangent un peu la politique fiscale avec la politique monétaire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils forcent ou ils encouragent les banques à prêter de l'argent aux consommateurs et aux producteurs, aux entreprises. Mais le problème, c'est que ça, c'est un peu comme pousser sur une corde pour faire bouger un objet. Ça ne fonctionne pas. Même si tu demandes à tes banques, prête de l'argent, allez, ben, si les consommateurs et les entreprises ne veulent pas emprunter d'argent parce que l'économie est en confinement, ben, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est difficile à analyser la Chine en ce moment parce que la seule chose qui va faire que la Chine va réussir à rouvrir complètement, à réparer les chaînes d'approvisionnement et à recommencer à vivre, à consommer, c'est si le virus se calme. Nous, on n'est pas des épidémiologistes, donc on ne fait pas des prévisions. Est-ce que le Omicron va se calmer en Chine? Est-ce qu'Omicron va continuer? Tout ce qu'on dit, c'est que dès qu'Omicron va se retirer, bien là, on va voir un retour de la Chine. À quoi on s'attend, nous? Ben, on s'attend à quelque chose entre les deux. Fait des villes chinoises qui ouvrent, qui referment, qui rouvrent, une autre éclosion, qui referment pour la prochaine année. Ce qui va faire en sorte que la Chine va revenir à la croissance, mais ne va pas pouvoir revenir la locomotive économique qu'elle a été, par exemple, dans les années 2010. Ça, c'était pour une réponse très longue à ta première question. Deuxième sous-question, c'est comment ça se répercute là, justement sur les chaînes d'approvisionnement. Puis, il y a eu beaucoup d'actions
l'accent mis par les médias canadiens et américains sur le fait que la Chine, c'est des producteurs. Donc, si la Chine ferme, si la Chine ferme, nos chaînes d'approvisionnement faiblissent, ça crée de l'inflation ici. Mais la Chine, c'est pas juste un producteur, c'est aussi un consommateur. Donc, quand la Chine ferme dû à des confinements, oui, les chaînes d'approvisionnement ont de la difficulté, mais les consommateurs chinois vont aussi moins dépenser. Donc, ça diminue la demande dans l'économie mondiale, ça limite l'inflation. Donc, d'un côté, oui, la fermeture de la Chine, ça augmente l'inflation à cause des chaînes d'approvisionnement, mais ça diminue l'inflation aussi parce qu'il y a moins de demande. La Chine va moins consommer de métaux, va moins consommer de papier, va moins consommer de produits chimiques. Ça diminue l'inflation. Donc, pour nous, la réouverture de la Chine, ça va être positif sur l'inflation, oui, parce que c'est un plus grand producteur que c'est un consommateur, mais ça va être pas incroyable. Une réouverture de la Chine ne ramènerait pas l'inflation à 2 % au Canada. Donc, pour nous, le retour à la normale va probablement s'en venir à moitié, puis ça va faire diminuer l'inflation un petit peu, mais pas beaucoup. Merci beaucoup. Super. Sujet chaud en ce moment, Jules, récession d'accélération de l'économie à prévoir. C'est pas mal sur toutes les lèvres en ce moment. Penses-tu qu'un atterrissage en douceur est toujours possible? Oui, super bonne question. C'est vraiment la question qu'on se fait demander plusieurs fois par jour. Une décélération, c'est pratiquement garanti. En ce moment, l'économie, je l'ai dit tantôt, là, elle roule très vite à une vitesse d'à peu près 4 % de croissance par année, avec des gains d'emploi extraordinaires au Canada, aux États-Unis et de l'inflation qui vient avec. Ça va certainement ralentir. La question, c'est à quel point ça va ralentir. Est-ce que ça va ralentir à une croissance annuelle de 3 %, une croissance annuelle de 2, 1, 0 ou moins que ça? Quand on est moins que ça, quand on est en dessous de 0 % de croissance, ça veut dire qu'on est en récession. Pour nous, une récession, c'est très probable, mais loin d'être garanti. Si je mettais une probabilité là-dessus, je dirais environ 30 % de chance d'une récession dans les 12 prochains mois. Si on regarde plus loin que les 12 prochains mois, c'est plus loin, c'est plus élevé que ça. Sauf que nous, en tant qu'investisseurs, 12 mois, c'est un bon horizon. Et on verra dans 6 mois, puis on va rétablir. Sur 12 mois, on voit à peu près 30 % de chance de récession. Pourquoi on voit une chance de récession, mais pas si élevée que ça? La raison principale qui amène une récession, c'est les hausses de taux. On voit la Banque du Canada, la Fed, qui augmente les taux très rapidement, qui vont continuer à le faire, qui vont apporter les taux d'intérêt au-dessus du taux neutre. C'est quoi le taux neutre? C'est le taux d'intérêt auquel les actions des banques vont arrêter de stimuler l'économie. En ce moment, c'est à peu près à 2,5 %. Donc, quand le taux de la Banque du Canada est en dessous de 2,5 %, on stimule l'économie. On continue à alimenter le feu, puis on alimente la surchauffe. Quand le taux est au-dessus de 2,5 %, là, on ralentit l'économie. En ce moment, on est encore en dessous de 2,5 % pour la Banque du Canada. Donc, on est encore en train de stimuler l'économie, d'amener la surchauffe. Donc, très certainement, la Banque du Canada va amener ça au-dessus du 2,5 % pour ralentir l'économie. Donc, ça va peut-être nous faire passer de 4 % de croissance à un 2 % de croissance, 1 % de croissance. Mais comme j'ai dit tantôt, l'économie est très, très forte. Elle est en surchauffe. Donc, ça va en prendre beaucoup pour ralentir l'économie, assez pour l'amener en récession. Donc, oui, on va avoir un ralentissement, mais une récession, c'est loin d'être garanti parce qu'on a une économie qui est très forte. L'autre source de choc, ça pourrait être évidemment d'autres choses qui sont très difficiles à prédire, comme une autre guerre style en Ukraine. Évidemment, ça amènerait une récession. Si on avait un deuxième Ukraine, ça serait trop pour l'économie mondiale. Mais c'est impossible à prédire pour n'importe qui. Et ça se peut aussi que le contraire se passe, que la crise en Ukraine se résolve. Ça amènerait, on se distancerait encore plus de la récession. Mais pour le moment, on se dit, s'il y a un cas normal avec des hausses de taux, pas d'autres gros chocs mondiaux, récession, probabilité d'environ 30 %. Merci. Super. Merci beaucoup. Écoute, je prends la balle au bon, on parle de récession, on en entend souvent parler dans les médias. C'est pas tout le monde nécessairement qui ont la même compréhension d'une récession. C'est quoi une récession? Ça dure combien de temps? C'est quoi les secteurs qui peuvent s'en sortir mieux? C'est les secteurs qui sont plus affectés. C'est quoi les comportements adoptés en termes d'investisseurs pendant une récession? On met tout l'argent sur les lignes de côté, on reste investi, on diversifie. Tu peux préciser un peu là-dessus, s'il te plaît. Merci. Oui, super. Encore une fois, si j'oublie une partie de ta question, n'hésite pas après à me le rappeler. Une récession, c'est quoi?
Il y a deux façons de regarder ça. Il y a la définition technique. C'est quoi mettons, tu ouvres le dictionnaire, tu regardes c'est quoi une récession. Une récession, c'est 2 trimestres de suite avec une croissance du PIB négative. J'en ai parlé tantôt avec mon 4 3 2 Fait que si tu as 2 trimestres de suite, donc 6 mois de suite où est-ce que l'économie rapetisse, où est-ce que le PIB se contracte, c'est une récession. Pour moi, ce n'est pas une définition qui est très utile parce que ce n'est pas comme si on allait regarder les statistiques du PIB tout le temps. De toute façon, on les a avec un très long lag. Et le PIB pour le Q2, on va l'avoir seulement au Canada dans 3-4 mois. Ce n'est pas une définition qui est très utile pour moi. À la place, moi, une récession, j'aime ça penser à ça de cette façon. C'est une période où est-ce que le taux de chômage augmente de façon importante et l'inflation diminue. Donc, si on voyait ça, si on voyait le taux de chômage commencer à augmenter et on voyait l'inflation en même temps se calmer, ça serait une récession. Combien de temps ça dure? Ça dépend beaucoup là, du type de récession. On peut penser à une récession comme en 2008 ou on peut penser à une récession comme en 2001. C'est les 2 dernières récessions qu'on a eues. En 2001, récession très courte avec 2 trimestres seulement de croissance négative, un taux de chômage qui augmente, mais pas tant que ça. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais disons, le taux de chômage a augmenté jusqu'à 7,5% d'une base de 4,5. Ça a pris quelques trimestres ensuite pour revenir vers ce 4,5-là. D'un côté, on a une récession comme en 2008, grosse crise, taux de chômage qui monte jusqu'à 10% et qui prend des années pour se rétablir. On a vu un taux de chômage qui est monté à 10%, puis ça a pris 5 ans pour revenir en dessous de 10%. Donc, vraiment, là, ça dépend beaucoup du type de récession. Si on avait une récession comme 2008 avec une crise financière, ça serait un coût pour les marchés beaucoup plus grave qu'en 2001, par exemple, ou en 2020. Il y en a certains qui disent qu'en 2020, c'était même pas une récession tellement c'était court. Donc, 2020 et 2001, une récession beaucoup moins grave qu'en 2008. Donc, on ne peut pas généraliser avec les récessions. Quels secteurs peuvent mieux s'en tirer? Bien, sur les marchés, si, par exemple, on était certain là, qu'il y avait une récession, puis quelqu'un nous forçait à investir notre argent dans certains secteurs, il y a des secteurs qui font mieux que d'autres. Les secteurs défensifs, on pense beaucoup à consumer staples, donc une épicerie, par exemple. Au Canada, alimentation couche-tard serait une très bonne façon, par exemple, de se protéger de la récession. Les utilities aussi, donc les producteurs d'électricité aux États-Unis, c'est des entreprises qui ont des cash flows plus stables que d'autres. Donc ça, consumer staples, utilities, c'est 2 secteurs qui feraient bien là, si on savait qu'on s'en allait en récession. Un autre secteur qui, paradoxalement, ferait assez bien, c'est le secteur technologique. J'en parle juste parce qu'on sait qu'il y a beaucoup investisseuses qui sont très concentrés dans ce secteur-là. S'il y avait une récession, ce serait un secteur qui ferait probablement mieux que les autres. Pourquoi? Parce que si on avait une récession demain matin, avec les 2 choses que j'ai parlé tantôt, une augmentation du taux de chômage et un ralentissement de l'inflation, probablement que la Fed et la Banque du Canada commenceraient à couper les taux, recommenceraient à stimuler l'économie et ça serait bon pour le secteur technologique. Au contraire, les secteurs qui font le moins bien, ça serait par exemple le secteur de l'énergie, qui est très volatile, les producteurs de pétrole, les producteurs de gaz, eux souffriraient beaucoup en temps de récession. C'est ça qui montre comment c'est difficile dans un moment où est-ce qu'on pense qu'il y a peut-être une récession qui s'en vient, parce que le secteur qui fait le mieux en ce moment dans un environnement de boom inflationniste, le secteur de l'énergie, c'est celui qui souffrirait le plus si on allait en récession. Fait que ma réponse sur le comportement adopté, j'imagine que vous la voyez venir, c'est un peu plate, mais c'est d'être diversifié à travers les secteurs. Pas seulement d'être diversifié à travers les secteurs, mais aussi d'être diversifié à travers les pays. Parce que comme j'ai dit tantôt à la question de Samuel, en ce moment, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les marchés. Donc, ça se peut qu'on ait une récession aux États-Unis, mais pas au Canada. Parce qu'au Canada, disons, on a une plus grande importance des produits de base. Peut-être que même si on a une récession, les prix des produits de base resteraient élevés, la reprise économique continuerait dans l'Ouest canadien. Donc, on veut être diversifié à travers ces 2 environnements-là. Mais une autre raison pourquoi on veut être diversifié, c'est que les actions américaines, en ce moment, sont un peu plus chères que les autres marchés. Si on regarde les valorisations, actions américaines versus actions européennes, actions chinoises, actions canadiennes, actions de Grande-Bretagne, les actions américaines sont plus chères. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se retirer complètement des actions américaines? Non, loin de là. Le marché américain, c'est le plus important marché boursier au monde.
on est presque obligé d'avoir des actions américaines dans un portefeuille si on veut bien performer sur le long terme. Mais on ne veut pas que ça soit 100% parce qu'on a vu à des moments comme cette année là, que ça peut sous-performer par rapport aux autres marchés, comme j'ai mentionné tantôt. Là. Donc, la réponse plate, c'est de rester investi et surtout d'être bien diversifié à travers les secteurs et à travers les différents marchés boursiers. Un immense merci, Jules. On tient à respecter l'agenda de nos gens. On avait promis une période de 30 minutes, donc 59, on est pas mal dans les temps. Toutefois, on a eu quelques questions durant le webinaire. Donc, tout d'abord, je tiens à te remercier, Jules, pour ton temps. L'équipe Placement Mackenzie, Will, bien entendu. J'espère que vous avez su apprécier le petit webinaire éclair et on a su répondre à quelques-unes de vos questions. Malgré le 30 minutes, ça passe vite. Toutefois, ceux qui sont intéressés, vous pouvez rester. On va répondre aux questions qui nous ont été posées avec Jules. Puis bien entendu, étant donné qu'on vous avait respecté 30 minutes, on s'est respecté vos agendas. Toutefois, je vous souhaite une excellente journée. Puis on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Également, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Pour ceux qui veulent rester, Jules, écoute, volet, boule de cristal, 3 questions éclairs, super rapides. Est-ce que tu vois le baril de pétrole augmenter dans les prochaines années, dans la prochaine année? Oui, super bonne question. Je sais que je parle longtemps, là, je vais me concentrer. Réponse éclair. Oui, on pense que le baril de pétrole va continuer à augmenter dans les prochains 6 mois. Pourquoi? Simplement avec ce qui se passe avec la Chine. Chine, plus important consommateur de pétrole mondial. Son économie était fermée à moitié depuis quelques mois. Donc, avec la réouverture de la Chine, plus important consommateur de pétrole mondial, ça va faire une pression à la hausse sur le prix du pétrole. Super. Marché immobilier canadien, est-ce que tu penses qu'on est dans une position précaire? On l'entend dans les médias. C'est quoi ton opinion sur le sujet? Oui, certainement une position précaire. Pas une catastrophe, c'est loin de garantie, mais certainement pour nous, on va voir des baisses de prix. Moi, j'habite à Toronto. En banlieue de Toronto, là, anecdotiquement, je dirais que les prix sont déjà 20% plus bas qu'à leur sommet en janvier-février. On ne voit pas encore ça dans le reste du pays, mais probablement que ça va venir là, à travers le Canada. C'est normal parce que quand les taux augmentent, les prix baissent. C'est mathématique. La question, c'est est-ce que les prix vont baisser seulement en proportion avec la hausse de taux ou plus que ça? Pour nous, probablement un petit peu plus. On parle de 20%, peut-être jusqu'à 30% sur des baisses de prix. Mais pour le marché en général, des 20%, 30% de baisse, on est capable de prendre ça. Ça ne va pas déstabiliser le marché financier. Si on arrivait à 50% de baisse de prix, là, c'est là que ça ferait des effets non linéaires, puis ça pourrait être un choc pour l'économie canadienne. Super. Écoute, au niveau indice américain, S&P 500 est en moins 23 depuis le début de l'année, moins 10 sur le TSX canadien. J'écoutais Stéphane Marion, plusieurs autres économistes. Ils pensent que le pire est derrière nous. Est-ce que le marché a possiblement déjà escompté une récession, selon toi? Puis le pire est derrière nous. Selon toi, on est encore capable de capturer d'autres baisses. C'est quoi ta position là-dessus? Oui, évidemment, c'est toujours dur à dire, là. Peut-être juste une petite introduction avant ça. Ouais. C'est tout le temps ça le défi d'un investisseur. Il ne faut pas seulement estimer où l'économie s'en va, mais aussi où le marché et l'ensemble des investisseurs estiment que l'économie s'en va. Comme tu as dit, avec les baisses de marché qu'on a eues depuis le début de l'année, on a commencé à escompter une récession. Donc, mettons par exemple, si un investisseur croit que la probabilité d'une récession est de 30%, mais que le marché en général voit une probabilité de 50%, on serait encore plus positif que le marché, même si en absolu, 30%, c'est très élevé. Puis oui, le marché a certainement pricé le risque d'une récession, mais pas à 100%. Approximativement, selon nos modèles, je dirais que le marché a escompté 50% de risque d'une récession légère style 2001. Okay. On est encore loin de pricer une récession majeure du genre 2008. Nous, on est assez optimiste sur la force de l'économie, donc on pense que du moins pour les parties plus sensibles, partie du marché plus sensible à l'économie, ça se peut qu'on soit pas loin d'un plancher, mais il y a encore beaucoup de risques parce qu'on n'a pas encore pricé une récession à 100%. Super. Donc, comme mentionné, on va répondre aux questions. Encore une fois, ceux qui sont dans l'obligation d'y aller, aucun problème. On a eu quelques questions en cours de route, des bonnes également. Donc, ça va comme suit, Jules. Première question. Sachant que les taux d'intérêt ont continué à augmenter, est-ce qu'on devrait transférer nos fonds d'obligation vers d'autres véhicules? Excellente question. Encore une question qu'on reçoit beaucoup ces temps-ci.
Les taux obligataires qu'on a dans nos fonds d'obligation, ils reflètent parfaitement où est-ce que les taux de la Banque du Canada et de la Fed s'en vont. Donc, à moins que vous ayez une opinion personnelle, particulière, que les taux vont augmenter encore plus que le marché et les experts prédisent, ben, vous devriez probablement rester là, dans vos fonds d'obligation que vous aviez pour le long terme. Donc, si, par exemple, vous croyez vraiment là, que la Fed ou la Banque du Canada va augmenter les taux à 10 ben, là, peut-être que c'est bon pour vous de vous retirer de ces fonds-là d'obligation. Par contre, si vous faites confiance au marché, à la sagesse du marché, aux experts et que les taux de la Fed, de la Banque du Canada vont augmenter jusqu'à, oui, 3,5 4 ben, dans ce cas-là, on est mieux de rester investi dans ces fonds d'obligation-là, selon moi. Super. Veux-tu y aller avec la prochaine, Zach? Oui, certainement. Une bonne question quand même en termes de stratégie. Dois-je réduire mes investissements mensuels temporairement jusqu'à une probable reprise? Oui, c'est une très bonne question encore une fois. Si on était capable de savoir quand la reprise va commencer, ça serait une très bonne stratégie. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Même nous, on essaie de faire le mieux possible. On passe notre journée à bâtir nos modèles, mais on reste quand même avec une très grande incertitude. Donc, si votre question, c'est « j'ai un gros montant d'argent, est-ce que je devrais l'investir d'un coup? » Là, peut-être que je dirais « oui, ça vaut la peine d'être prudent. » Mais cette stratégie-là, de faire des versements mensuels, c'est déjà prudent. De faire de averaging comme ça, c'est déjà une solution prudente. Donc, c'est une bonne façon de continuer à investir malgré la volatilité dans les marchés. Là, tu parles, au lieu de, par exemple, investir d'un coup, c'est d'échelonner vraiment la période d'investissement. Donc, on s'assure de, oui, parfois acheter à un prix plus cher, parfois acheter à rabais les titres dans nos portefeuilles. Donc, la valeur finale est très intéressante d'acheter périodiquement. Oui, exactement. Ça diminue la volatilité aussi dans nos investissements. Donc, en général, c'est une bonne stratégie, mais encore plus quand on voit une volatilité élevée comme dans les marchés en ce moment. Définitivement. Super. Je vais y aller avec la dernière question, comme on s'était dit, une extension de 5 minutes. Sachez toutefois que toutes vos questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre vont être acheminées à votre conseiller attitré. Donc, vous pourrez en discuter plus en détail avec lui et ainsi avoir les réponses. Donc, pour la dernière question, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, peut-on vraiment penser que le taux de chômage peut augmenter? La définition de la récession change-t-elle? Oui, super bonne question. Une autre qu'on reçoit beaucoup là, ces temps-ci. En ce moment, il y a deux parties au marché de l'emploi. Il y a l'offre qui est très basse. Il n'y a pas moins de gens pour travailler à cause, par exemple, du vieillissement de la population. Mais il y a aussi la demande qui est très, très élevée. On a beaucoup de dépenses dans l'économie par les consommateurs. Puis ça veut dire qu'on demande beaucoup d'employés. On recherche des employés. Par contre, si cette demande-là se calmait, si on commençait à moins dépenser, même si l'offre est contrainte, ça pourrait quand même amener une augmentation du taux de chômage. Juste vous donner un exemple. La situation démographique du Québec entre 2022 aujourd'hui et 2019, elle n'a pas changé beaucoup. Si je mettais ma pyramide de population de 2019 par rapport à celle de 2022, il n'y aurait pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, la partie structurelle de l'offre, elle n'a pas changé tant que ça. Puis on l'a vu en 2019, on aurait pu dire la même chose. Il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre que le taux de chômage ne pourrait pas augmenter. Ben, le taux de chômage, on l'a vu augmenter à 13-14 %. Donc, c'est encore la même situation aujourd'hui. Oui, on a moins d'employés pour travailler, moins de personnes pour travailler à cause du vieillissement de la population. Par contre, si la demande se calmait, on entrait en récession, le taux de chômage pourrait encore facilement augmenter jusqu'à 10-11 %. Donc, non, la définition de la récession ne change pas. Puis, très rapidement, c'est ça un peu que la Banque du Canada vise en augmentant les taux. Son but, c'est qu'il y ait moins de pression dans le marché de la main-d'œuvre pour que l'inflation diminue. La Banque du Canada, elle n'a pas d'effet sur l'offre. Elle ne peut pas forcer les gens à sortir de la retraite ou elle ne peut pas forcer les gens à avoir plus de bébés. La seule chose qu'elle peut faire, c'est diminuer la demande, donc diminuer la quantité d'argent dans l'économie. Ça va calmer un peu les pénuries de main-d'œuvre. Donc, il faut toujours penser aux deux parties, l'offre et la demande. Super. Merci beaucoup, Jules. Écoute, ton discours est toujours très apprécié, tes connaissances également. Donc, je tiens à te remercier. On t'a pris 8 minutes de plus, mais c'est grandement, grandement apprécié. C'est de ma faute. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est toujours un plaisir, les gars. C'est toujours très intéressant également. 38 minutes de qualité. Un immense merci. Merci beaucoup, Jules. Au revoir. Bye bye tout le monde. Merci à tout le monde. Merci également à Will. Très apprécié.
Merci de ta présence, d'avoir organisé ça. Toujours très, très apprécié. Donc, à tous nos clients, j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour votre participation. Toujours très présent de notre côté chez Partenaire Conseil pour vous informer, tant quand ça va bien que quand ça va un petit peu moins bien. Donc, on se voit à un prochain webinaire très bientôt. Merci. Merci.